Quand mes propres enfants ont annoncé que je devrais déménager au sous-sol parce que l'étage est pour les invités, j'ai ressenti une humiliation si profonde qu'elle est difficile à mettre en mots. Ils m'ont rangé comme un objet indésirable, comme le rappel vivant d'une vieille qui dérange. Pendant qu'ils organisaient chez des dîners à l'étage, riant et oubliant même que j'existais, je faisais mes propres plans. Des plans qui allaient bouleverser leur vie et leur visage, au moment où ils découvriraient à quel nom était le titre de propriété de cette maison depuis le tout début. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Martha Lynch. J'avais 67 ans lorsque j'ai chargé la dernière boîte de mes affaires à l'arrière du pick-up de mon fils et que j'ai quitté la maison qui avait été mon foyer pendant près de 40 ans. J'avais été bibliothécaire la majeure partie de ma vie à Springfield, dans l'Illinois, une petite ville soignée où tout le monde connaissait les affaires des autres, mais parvenait tout de même à se laisser assez d'air pour respirer. Après le décès d'Harold, il y a 3 ans, la maison était devenue trop grande, trop silencieuse, trop pleine d'échos appartenant à une autre époque. Au début, emménager avec Adam, mon fils unique, semblait être la chose la plus naturelle à faire. Lui et sa femme, Lindsay, vivaient de l'autre côté de la ville, dans une maison coloniale à 2 étages qu'ils avaient achetée quelques années auparavant. Ils avaient 3 chambres à l'étage, un sous-sol aménagé, un grand jardin avec un potager que Lindsay entretenait sans grand enthousiasme quand elle s'en souvenait. Ils ont insisté sur le fait que ma présence serait bonne pour tout le monde. Je serais à proximité. Je n'aurais pas à gérer seule l'entretien de ma vieille maison. Je serais de la famille, de nouveau intégrée au tissu de leur vie quotidienne. Je voulais les croire. Je me suis dit qu'Harold aurait été d'accord. Je me suis dit que c'était mieux que de vivre seule, mieux que de me sentir comme un fantôme errant dans les pièces vides d'une maison construite pour une vie qui n'existait plus. Quand Adam et Lindsay sont venus cet après-midi-là pour m'aider à faire mes cartons, leur énergie était vive, efficace. Lindsay aboyait des instructions, empilant des boîtes et emballant la vaisselle, pendant qu'Adam s'occupait dans le garage à trier les outils de mon défunt mari. Je me déplaçais lentement, touchant chaque objet avant de le placer dans une boîte. Les photographies délavées, les courtes pointes usées, les pages fragiles de vieux livres dont je ne pouvais me séparer. Chaque objet portait un souvenir, et avec chaque souvenir venait la piqûre aiguë de laisser une vie derrière soi. Nous avons terminé à la tombée de la nuit. Adam a chargé la dernière boîte dans le camion et m'a tapé sur l'épaule comme un compagnon d'armes. Lindsay a souri du bout des lèvres et m'a promis que j'allais adorer le nouvel arrangement. J'ai hoché la tête, lui rendant un sourire avec une oppression dans la poitrine que je ne pouvais nommer. Le trajet jusqu'à leur maison s'est fait en silence, à l'exception du cliquetis occasionnel de quelque chose qui bougeait à l'arrière du camion. Je regardais par la fenêtre les rues familières qui défilaient, me sentant passagère non seulement dans le camion, mais dans ma propre vie. Quand nous sommes arrivés, Adam a garé le camion en marche arrière dans leur allée, et Lindsay s'est précipitée pour déverrouiller la porte d'entrée. Leurs 2 enfants, Jessica et Noah, ont fait un signe de la main depuis le canapé du salon, leur attention à peine détournée des écrans qu'ils tenaient. Je leur ai souri, mais ils l'ont à peine remarqué. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu lorsque Lindsay m'a conduite, non pas à l'étage, vers la chambre d'amis,
mais en bas d'un escalier étroit menant au sous-sol. « Je sais que ce n'est pas ce dont nous avions parlé au départ, » dit-elle d'une voix enjouée en allumant la lumière. « Mais nous nous sommes dit que cela te donnerait plus d'intimité. De plus, nous avons des amis qui viennent le mois prochain, et il est plus logique de garder l'étage libre pour les invités. » Je suis restée là, à regarder l'espace qui était censé être ma nouvelle maison. Ce n'était pas un sous-sol aménagé comme il l'avait décrit. C'était un débarras froid et encombré de bacs en plastique, d'équipements de sport rouillés et de boîtes de décoration de Noël. Un lit de camp avait été installé dans un coin, recouvert d'une fine couverture et d'un seul oreiller plat. Un vieux fauteuil était penché de manière ivre contre un mur, et une petite étagère en métal avait été débarrassée pour mes affaires. Il n'y avait pas de fenêtre, à l'exception d'une petite vitre sale près du plafond qui laissait à peine entrer assez de lumière pour distinguer le jour de la nuit. L'air sentait légèrement le béton humide et le moisi. La seule salle de bain était une petite pièce nichée dans un coin. Le lavabo ébréché et le robinet gouttant régulièrement dans le bassin fissuré. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, pour demander si c'était vraiment ce qu'ils avaient en tête. Mais Lindsay était déjà retournée en haut des escaliers, criant par-dessus son épaule que le dîner serait bientôt prêt. Adam est resté maladroitement un instant, se grattant la nuque. « C'est juste pour l'instant, dit-il, sans vraiment me regarder dans les yeux, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de mieux. » J'ai hoché la tête, ravalant le nœud épais dans ma gorge. Je ne me faisais pas confiance pour parler. J'ai passé le reste de la soirée à déballer les quelques affaires que je pouvais faire tenir sur l'étagère en métal et dans la petite commode qu'il m'avait fournie. J'ai déplié la fine couverture sur le lit de camp et je me suis assise lourdement, les ressorts gémissant sous mon poids. À l'étage, j'entendais le cliquetis de la vaisselle, le faible bourdonnement de la conversation, l'éclat de rire occasionnel. J'étais assise dans le sous-sol sombre et humide, et j'écoutais la vie de la maison se dérouler au-dessus de moi, me sentant comme une intruse dans une vie qui avait autrefois été la mienne. Quand Lindsay a crié que le dîner était prêt, j'ai monté lentement les escaliers, mes genoux me faisant mal à chaque pas. Nous avons mangé à la longue table de la salle à manger, que je leur avais offerte en cadeau de pendaison de crémaillère, des années auparavant. Lindsay a parlé des leçons de piano de Jessica et des matchs de football de Noah. Adam hochait la tête, ajoutant un commentaire occasionnel sur le travail ou les projets du week-end. Il parlait autour de moi, par-dessus moi, jamais vraiment à moi. J'ai poussé ma nourriture dans mon assiette et j'ai souri quand c'était approprié. J'ai hoché la tête quand ils attendaient un accord. J'ai ri quand le moment l'exigeait. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Après le dîner, je suis redescendue au sous-sol. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assise sur le lit de camp, fixant le mur de béton nu. J'ai pensé à Harold, à la maison que nous avions construite ensemble, à la vie que nous avions partagée. J'ai pensé aux promesses que nous nous étions faites, l'un à l'autre, à notre fils, que la famille signifiait quelque chose, qu'elle était sacrée, incassable. J'ai tiré la couverture sur mes épaules et je me suis allongée, le froid du sol en béton remontant à travers le mince matelas. Au-dessus de moi, la vie continuait. Au-dessus de moi, on m'oubliait déjà. Et quelque part, au fond de moi, une graine de résolution a commencé à prendre racine. Je ne savais pas alors exactement ce que je ferais, mais je savais une chose avec une clarté absolue. Je ne passerai pas le reste de mes jours enterré sous la vie de quelqu'un d'autre
comme une honte secrète. Le sous-sol est devenu mon monde. Chaque matin, je me réveillais dans la même lumière grise et faible qui filtrait par la petite fenêtre près du plafond. Un faible rappel que la vie continuait quelque part au-dessus de moi. L'air était toujours humide, toujours lourd, collant à ma peau et s'infiltrant dans mes os, peu importe le nombre de pulls que je superposais. Je gardais un petit radiateur près du lit de camp, qui bourdonnait toute la nuit, mais il ne faisait pas grand-chose contre le froid qui semblait cousu dans les murs mêmes. Au début, j'ai essayé de faire de l'espace un foyer. J'ai placé quelques photos encadrées sur l'étagère de travers. Une d'Harold et moi, le jour de notre mariage. Une d'Adam bébé, emmaillotée de bleu. J'ai plié soigneusement mes pulls dans les tiroirs en plastique que Lindsay avait achetés dans un magasin discount. J'ai épinglé une courte pointe le long des tuyaux apparents pour adoucir la dureté des murs en parpaing. Rien de tout cela n'a aidé. Le sous-sol était un endroit pour les choses oubliées. Et maintenant, il semblait que j'en étais une. À l'étage, la vie suivait son cours. Je l'entendais tous les jours, les pas lourds qui couraient sur le parquet, l'ouverture et le claquement des portes de placard, l'éclat de rire de la cuisine lorsque la télévision diffusait une rediffusion de sitcom. Il ne m'appelait presque jamais. Parfois, si je m'attardais trop longtemps dans le couloir de l'étage, après avoir utilisé la salle de bain, ou en passant par la cuisine, Lindsay levait les yeux avec un sourire poli et tendu et me rappelait, de son ton trop doux, qu'ils avaient une maison pleine aujourd'hui, ou que les enfants avaient besoin de leur espace. J'ai vite appris, je suis restée au sous-sol. Je me suis créé de petites routines pour occuper mes journées. Je me levais tôt, j'étirais la raideur de mes jambes, je me préparais une tasse de café instantané avec la bouilloire qu'Adam avait branchée pour moi. Je lisais de vieux livres de bibliothèque à la lumière de la seule lampe qui vacillait si je m'appuyais trop fort contre le mur. Je crochetais de longues bandes de tissu, des motifs insensés qui remplissaient les heures vides. De temps en temps, j'essayais d'écrire des lettres à de vieilles amies, mais les mots semblaient creux, performatifs. J'ai déchiré plus de brouillons que je n'en ai jamais posté. Les repas sont devenus un autre rituel silencieux. Lindsay me laissait une assiette en haut des escaliers du sous-sol, recouverte d'un film plastique, refroidissant et se figeant le temps que je la trouve. Personne ne s'asseyait avec moi. Personne ne me demandait si j'avais besoin de quelque chose de plus. Je descendais l'assiette, je mangeais en silence, et je grattais les restes dans une petite poubelle cachée derrière la table pliante qui me servait de bureau. Parfois, je les entendais recevoir des invités, des voisins, des collègues, des amis des écoles des enfants. Leurs voix flottaient à travers le plancher, vives et animées. Ils riaient, racontaient des histoires, trinquaient ensemble pour célébrer. Pas une seule fois, ils ne m'ont invité à me joindre à eux. Pas même par courtoisie. Une fois, curieuse et désespérée, j'ai monté les escaliers du sous-sol, j'ai entrouvert la porte d'1 centimètre et j'ai jeté un coup d'œil à la chaleur éclatante du salon. J'ai regardé Lindsay verser du vin dans de délicats verres à pied. Adam tapait dans le dos d'un ami, en plaisantant sur le calme et la tranquillité de leur maison. J'ai attendu que quelqu'un se souvienne que j'étais là. Personne ne l'a fait. J'ai refermé doucement la porte et je suis redescendue dans le froid. Les nuits étaient les plus difficiles. Le lit de camp grinçait sous mon poids. Les tuyaux au-dessus de moi gémissaient et cliquetaient avec les douches et les chasses d'eau du soir. Je restais parfois éveillée des heures, fixant le plafond sombre,
écoutant le grondement du monde au-dessus de moi, essayant de me souvenir qu'autrefois, il y a longtemps, j'avais été quelqu'un d'important dans cette maison. Je pensais souvent à Harold. Je pensais aux promesses que nous nous étions faites, aux rêves que nous avions construits, brique par brique. Je pensais à la fierté que nous avions ressentie le jour où nous avons remboursé la dernière mensualité de l'hypothèque. Debout, ensemble sur le porche, avec des verres de champagne bon marché, le monde grand ouvert devant nous. Et maintenant, je vivais dans un sous-sol, invisible et non invité. Il y avait des jours où je doutais de moi, où je me demandais si j'étais trop sensible, trop fière. Peut-être que c'était juste la façon dont les choses se passaient. Peut-être que le monde avançait, et que les anciens devaient simplement s'écarter, faire de la place pour de nouvelles vies, de nouvelles histoires. Mais ensuite, je surprenais la manière prudente dont Lindsay évitait de croiser mon regard, la façon dont Adam se dépêchait dans les conversations avec moi, la culpabilité nichée au coin de sa bouche. Et je savais que ce n'était pas seulement dans ma tête. Il m'avait fait une place hors de vue, une place facile à oublier. J'ai essayé de me rendre utile. J'ai plié leur linge quand je le trouvais entassé au pied des escaliers du sous-sol. J'ai nettoyé les chaussures boueuses, laissées devant la porte arrière. J'ai découpé des coupons de réduction et je les ai laissés soigneusement empilés sur le comptoir de la cuisine. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Au contraire, cela semblait les embarrasser, comme si mon existence était un inconvénient qu'ils n'avaient accepté de tolérer que sous des conditions strictes. Un après-midi, j'ai entendu Lindsay parler au téléphone avec une amie. « Eh bien, tu sais comment c'est, dit-elle en riant légèrement. La voir ici, eh bien, ce n'est pas l'idéal, mais au moins, elle ne nous dérange pas. Elle ne nous dérange pas. » Les mots se sont logés dans ma poitrine, comme une écharde que je ne pouvais pas enlever. Ce soir-là, je me suis assise sur le lit de camp, tenant la photo d'Harold sur mes genoux, traçant le bord du cadre avec mon pouce. J'ai chuchoté dans l'air froid, sans attendre de réponse. « Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse, Harold ?» La photo n'offrait aucune sagesse, aucun réconfort. Seule ma propre voix m'est revenue en écho. J'ai alors réalisé qu'attendre qu'il me voie, me valorise, me traite comme quelque chose de plus qu'une obligation, était une perte de temps que je ne pouvais plus me permettre. J'avais 67 ans. J'avais enterré mon mari, élevé un fils, construit une vie à partir de rien. Je n'allais pas finir en pourrissant dans un sous-sol. Quelque chose en moi a changé cette nuit-là, subtil mais irréversible. Le sous-sol avait été leur choix, mais ce qui allait suivre serait le mien. La première fois qu'ils ont reçu des invités, après mon emménagement, je l'ai appris non pas d'Adam ou de Lindsay, mais du bruit qui a rempli la maison en début de soirée. J'étais en bas, lisant le même paragraphe d'un livre encore et encore, incapable de me concentrer, quand le bruit sec des assiettes et le grincement de la porte d'entrée m'ont atteint à travers le mince plafond du sous-sol. Des chaises ont raclé le parquet, des rires aigus ont ponctué l'air, et le bruit inimitable d'un bouchon de champagne qui saute a résonné à travers les solives. Curieuse et pleine d'espoir, j'ai refermé mon livre et j'ai monté à mi-chemin les escaliers du sous-sol en faisant attention à ne pas faire de bruit. Je me suis tenue derrière la porte fermée et j'ai écouté. J'entendais la voix de Lindsay, chaleureuse et chantante, souhaitant la bienvenue à ses invités. Le rire d'Adam a suivi, facile et familier. D'autres voix se sont jointes, certaines que je reconnaissais de réunions de quartier, d'autres non. J'ai attendu, le cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû, le son de mon nom,
que quelqu'un crie et dise « Maman, viens nous rejoindre ». L'appel n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai entendu Lindsay expliquer que l'étage était fraîchement redécoré pour leurs invités, que tout avait été parfaitement arrangé, qu'ils avaient beaucoup de place maintenant. Sa voix était fière, lisse, impeccable, comme celle d'un vendeur montrant une maison témoin. J'ai redescendu les marches discrètement, chacune un peu plus lourde que la précédente, et je me suis refermée dans le bourdonnement froid du sous-sol. Je me suis fait une tasse de café instantanée, même si je n'avais pas soif. J'ai tenu la tasse dans mes 2 mains, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. Je me suis assise sur le lit de camp, fixant le mur fissuré, pendant qu'à l'étage, la fête battait son plein. C'est devenu une habitude. Semaine après semaine, la sonnette retentissait et de nouvelles voix entraient dans la maison. Chaque fois, j'écoutais la musique flotter, les rires devenir forts et éméchés, les chaises bouger et la vaisselle teinter. Je ne suis jamais montée. Je ne me suis jamais imposée. J'ai appris à reconnaître les différents groupes, les voisins qui aimèrent à bavarder sur l'association des propriétaires, les collègues qui plaisantaient bruyamment sur la politique de bureau, les parents de l'école des enfants qui parlaient de tournois de football et de récitals de piano. Pas une seule fois, je n'ai été invitée à me joindre à eux. Je suis devenue une locataire invisible, un fantôme dans la maison de mon propre fils. Un soir, en tenant un panier de linge plié, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre étroite du sous-sol. À travers la fente de verre, j'ai vu Lindsay dans le jardin allumer des torches tiki autour de la terrasse, ses cheveux blonds captant les derniers rayons dorés du soleil couchant. Une longue table avait été dressée, drapée d'un lin blanc impeccable, parsemée de petites bougies dans des bocaux en verre. Les invités ont commencé à affluer dans le jardin, portant des assiettes remplies de nourriture. Les enfants couraient pieds nus sur l'herbe, poussant des cris de rire. J'ai pressé mon front contre la vitre froide et je les ai regardés. J'ai vu Adam se promener parmi eux, distribuant des boissons, souriant d'une manière que je n'avais pas vue dirigée vers moi depuis des années. J'ai vu Lindsay rejeter la tête en arrière à une blague, sa main reposant légèrement sur le bras d'un homme que je ne reconnaissais pas. J'ai vu Jessica et Noah courir après des bulles soufflées par une petite machine en plastique près de la clôture. Cela ressemblait à une scène de magazine, un rassemblement estival parfait, et je n'étais nulle part. Ce n'est pas qu'ils m'avaient oublié, c'est qu'ils avaient intentionnellement conçu une vie où je n'avais plus ma place. La prise de conscience était froide et vive, tranchant à travers les lambeaux d'espoir auxquels je m'étais accrochée depuis le déménagement. À un moment de la soirée, une femme que je reconnaissais du quartier, celle qui portait toujours des imprimés floraux criards et trop de parfums, s'est penchée près de Lindsay, riant fort. À travers la fenêtre, j'ai saisi quelques mots portés par la brise. « C'est tellement intelligent de ta part de garder les choses en ordre à l'étage, a-t-elle dit. Je ne peux pas imaginer avoir, eh bien, tu sais, des personnes âgées dans les pattes tout le temps. » Lindsay a ri, pas fort, mais pas doucement non plus. Un son lisse et complice. « Ils sont heureux où ils sont, a-t-elle dit. C'est mieux pour tout le monde. » J'ai reculé de la fenêtre, comme si j'avais été giflée. Heureux où ils sont. Mieux pour tout le monde. Je me suis assise lourdement sur le tabouret bas, près du panier à linge, et j'ai regardé mes mains. Des mains qui avaient donc changé des couches, préparé des déjeuners, cousu des costumes d'Halloween, apaisé des fronts fiévreux. Des mains qui avaient construit une vie à partir de rien, aux côtés d'un mari
qui m'avait aimé au-delà de la raison. Des mains qui tremblaient maintenant, juste un peu, à force de rester immobile. Je suis restée au sous-sol toute la soirée. Je n'ai pas dîné. Je n'ai même pas allumé la lumière. Je suis juste restée assise là, dans la pénombre, écoutant le grondement de la fête, les rires, le tintement des verres. Il serait facile, ai-je pensé, de laisser cette amertume me consumer, de la laisser éroder les parties de moi qui s'étaient embattues pour rester gentille, pour rester douce. Mais l'amertume était une prison en soi, une que je refusais d'habiter. Je ne deviendrais pas une prisonnière dans ce sous-sol, ni dans mon corps, ni dans mon esprit. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément, écoutant mon propre cœur, régulier et têtu. Qu'ils aient leur fête, qu'ils célèbrent leur liberté de l'obligation. Je trouverai une autre liberté, une qui ne dépendait pas de leurs invitations, de leur reconnaissance, de leur validation. Cette nuit-là, après le départ des invités et le retour du silence, j'ai ouvert le petit classeur en métal qui se trouvait dans le coin le plus éloigné du sous-sol. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, des relevés bancaires, des papiers d'assurance, des titres de propriété. J'ai passé mes doigts sur les fins dossiers, sentant la texture rugueuse de la possibilité. Là, niché entre les documents de pension d'Harold et une liasse de vieilles déclarations de revenus, se trouvait le titre de propriété de la maison. Mon nom. Seulement mon nom. Une petite lueur de pouvoir, enfouie depuis des années, s'est allumée dans ma poitrine. Il pensait que l'étage était pour les invités. Il pensait que le sous-sol était suffisant pour moi. Ils ne savaient pas dans la maison de qui il se trouvait. Mais ils allaient bientôt le découvrir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil, le sous-sol encore lourd de l'humidité, persistante de la nuit. Je me suis assise lentement sur le lit de camp, le froid s'infiltrant à travers le mince matelas dans mes os, et pendant un long moment, j'ai simplement écouté. Au-dessus de moi, la maison restait silencieuse, le silence lourd d'un monde endormi. L'écho des rires de la nuit dernière s'accrochait encore au mur, mais il semblait distant maintenant, comme le souvenir d'une vie qui ne m'appartenait plus. J'ai enfilé un pull sur mes épaules, j'ai chaussé mes chaussures, et j'ai traversé la pièce jusqu'au classeur en métal. Mes doigts ont hésité sur la petite poignée rouillée avant que je ne l'ouvre. Le meuble a gémi, en signe de protestation, le tiroir se bloquant à mi-chemin avant de céder finalement. Une odeur de moisi de vieux papier et de poussière s'est élevée, âcre et sèche. J'ai parcouru le contenu avec soin. La plupart étaient exactement ce dont je me souvenais, des relevés bancaires d'il y a des années, des formulaires d'assurance, des déclarations de revenus qu'Harold avait méticuleusement classées. Mon cœur s'est serré un peu en touchant les boucles familières de son écriture sur les étiquettes, chaque dossier nommé avec précision et soin. Et puis, je l'ai trouvé. Glissé dans une enveloppe en manille usée, jaunie par le temps, se trouvait le titre de propriété de la maison. Je l'ai sorti avec des doigts tremblants, et je l'ai posé à plat sur la petite table pliante près de mon lit de camp. Le papier était épais, l'encre légèrement fanée, mais les mots étaient encore assez clairs pour être lus. Mon nom, seulement mon nom. Aucune mention d'Adam, aucune mention de l'INSEE, pas de copropriété, pas de deuxième signature. C'était à moi. La prise de conscience s'est installée en moi lentement, non pas comme un éclair, mais comme le remplissage régulier d'un puits qui avait été à sec trop longtemps. J'ai fixé le document, laissant son poids s'imprégner dans ma peau, dans mes os.
Ils m'avaient dit déménager au sous-sol. Ils m'avaient traité comme une pensée après coup. Ils avaient organisé des fêtes, porté des toasts à de nouvelles amitiés, ri sous le toit qu'Harold et moi avions construit avec nos rêves et nos sacrifices. Et ils avaient fait tout cela sans réaliser qu'ils se tenaient sur un terrain qui ne leur appartenait pas. J'ai passé le reste de la matinée à parcourir chaque document que je pouvais trouver. J'ai recoupé les dates, j'ai vérifié les signatures. J'ai trouvé les documents hypothécaires originaux, l'avis de mainlevée déclarant le prêt entièrement remboursé, les polices d'assurance habitation, tous portant mon seul nom. J'ai trouvé le testament d'Harold, rangé en toute sécurité dans une autre enveloppe, où il avait réaffirmé que tout ce qu'il avait, y compris la maison, me reviendrait à moi et à moi seul. Pas d'échappatoire, pas de détails techniques. Il n'avait aucune revendication. Le soleil s'était complètement levé quand j'ai eu fini. La fenêtre étroite du sous-sol projetant une fine ligne de lumière sur la table. Je me suis adossée à la chaise branlante, les mains croisées lâchement sur mes genoux, et j'ai fixé les piles de papier bien rangées. Pendant si longtemps, je m'étais convaincue que les murs se refermaient sur moi, parce que je n'avais nulle part où aller, pas d'autre choix à faire. J'avais laissé la peur de la solitude, d'être un fardeau, dicter les limites de ma vie. Mais la vérité était plus simple et beaucoup plus difficile à avaler. J'avais cédé mon pouvoir sans même m'en rendre compte. Maintenant, avec ces documents en main, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû savoir depuis le début. Ma vie, ma maison, ma dignité, c'était à moi de les protéger. Personne d'autre n'avait le droit de décider quel coin du monde je méritais d'occuper. Personne d'autre n'avait le pouvoir de me déplacer comme un meuble indésirable, de me pousser hors de vue. Pour la première fois depuis des mois, un feu lent et têtu a commencé à naître dans ma poitrine. Ce n'était pas de la rage, ce n'était même pas de la tristesse, c'était de la clarté. Froide, nette, indéniable. Je ne resterai pas au sous-sol. Je ne passerai pas un jour de plus à écouter des rires que je n'étais pas invitée à partager, à regarder des dîners auxquels je n'étais pas la bienvenue, à endurer une pitié déguisée en tolérance. Je n'attendrai pas qu'ils se souviennent que j'étais là. Je me suis levée de table, me sentant plus grande que je ne l'avais été depuis des mois, et j'ai rassemblé les documents avec soin. Je les ai mis dans un grand dossier en manille, et j'ai glissé le dossier dans le vieux sac en toile que je gardais près des escaliers. Il y avait du travail à faire, des appels à passer, des décisions à finaliser. C'était ma maison. Et si Adam et Lindsay pensaient pouvoir me reléguer dans l'ombre et s'approprier la lumière, ils allaient s'en apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai monté les escaliers du sous-sol, mon sac en toile se balançant contre ma hanche. La porte du rez-de-chaussée était fermée, comme toujours, mais j'ai tendu la main et je l'ai ouverte sans hésitation. La maison sentait le café et le pain grillé. J'entendais le faible murmure de la télévision depuis le salon. La vie se déroulait au-dessus de moi, comme elle l'avait toujours fait, indifférente à ma présence. Mais je n'étais plus indifférente à la leur. J'ai traversé la cuisine discrètement, inaperçue, et je suis sortie sur le porche. Le matin était vif, l'air rempli de l'odeur fraîche des feuilles mortes. Je suis restée là un moment, la respirant, sentant le soleil réchauffer mon visage. Et puis j'ai descendu les marches, je suis allée sur le trottoir, et j'ai marché dans la rue en direction du centre-ville, vers mon nouveau départ, vers ma juste place. Chaque pas en avant semblait plus léger, plus fort, alimenté par la certitude que je n'étais pas impuissante.
J'avais simplement oublié à quel point j'avais encore du pouvoir. Jusqu'à maintenant. Le centre-ville avait l'air différent de mes souvenirs. Ou peut-être que c'était juste moi qui avais changé. Les trottoirs en briques étaient toujours inégaux, fissurés ici et là par la poussée incessante des racines des arbres. Les vitrines portaient toujours leurs auvents délavés comme des insignes d'honneur, fières survivantes de trop d'hivers de l'Illinois. Le vieux clocher présidait toujours sur Main Street, ses aiguilles obstinément précises, malgré la rouille qui rampait sur son visage. J'ai marché lentement, savourant la sensation de l'air frais du matin, frôlant ma peau. Chaque pas loin de la maison ressemblait à l'épluchage d'une autre couche de honte, d'un autre fardeau que j'avais porté trop longtemps. Au moment où j'ai atteint la petite agence immobilière, nichée entre la boulangerie et la quincaillerie, je me sentais presque en apesanteur. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le papier et le nettoyant au citron. Une cloche a tinté alors que je poussais la porte. Une femme a levé les yeux de derrière un bureau encombré et a souri chaleureusement, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. Son badge indiquait « Debra ». Je me suis présentée, la voix stable, et j'ai expliqué que je voulais discuter de la vente de ma maison. Pas la maison où je vivais, pas la maison de mon fils. Ma maison. Debra a écouté sans m'interrompre, son sourire ne faiblissant jamais. Elle a sorti un bloc-notes et a commencé à poser les questions nécessaires. Superficie, âge du toit, réparation récente. J'ai répondu machinalement, les détails sortant de moi comme si je les avais répétés 1000 fois dans ma tête. Quand nous avons eu fini, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, tapotant pensivement son stylo contre son presse-papier. « Vous savez, a-t-elle dit, les maisons comme la vôtre ne restent pas longtemps sur le marché de nos jours, surtout dans ce quartier. Nous pourrions avoir des offres d'ici la fin de la semaine. » Des offres. Le mot flottait dans l'air entre nous, lourd de possibilités. Pendant un bref instant, une lueur de doute m'a traversée. Allais-je vraiment faire ça? Étais-je vraiment prête à déraciner non seulement ma vie, mais la leur? Adam me détesterait-il? Lindsay me traiterait-elle de cruelle? Les petits-enfants comprendraient-ils même? Mais ensuite, j'ai pensé au sous-sol. J'ai pensé aux assiettes de dîner, laissées en haut des escaliers, comme des offrandes à un fantôme oublié. J'ai pensé aux rires étouffés, flottant des fêtes, auxquelles je n'étais jamais invitée. J'ai pensé à la façon dont la voix de Lindsay sonnait, quand elle a dit à son amie que j'étais à l'écart. Et j'ai pensé à Harold. Il n'aurait jamais voulu ça pour moi. Il n'aurait jamais construit une vie pour nous, seulement pour que je sois rangée comme quelque chose dont on a honte. J'ai regardé Debra et j'ai hoché la tête. « Faisons-le, ai-je dit. » Nous avons passé l'heure suivante à parcourir la paperasse. Debra a expliqué le processus patiemment, me guidant à travers les documents que je devais signer, les étapes qui suivraient. Elle a promis de programmer un photographe pour prendre des photos de la maison, d'organiser des visites discrètement si je préférais. Je lui ai dit que je voulais que tout soit fait discrètement, mais rapidement. Je ne voulais pas donner à Adam ou Lindsay le temps de manœuvrer, de me culpabiliser pour me faire changer d'avis. J'avais pris trop de décisions dans ma vie, basées sur la peur et l'obligation. Celle-ci serait différente. Celle-ci serait pour moi. Après avoir signé le dernier formulaire, Debra a fait glisser un paquet de copies sur le bureau vers moi et m'a serré fermement la main. « Vous faites ce qu'il faut, a-t-elle dit, sa voix basse et certaine. » J'ai quitté le bureau en me sentant étrangement calme. Pas triomphante,
pas étourdi, juste sûr. En rentrant à la maison, le sac en toile lourd de paperasse se balançant contre ma hanche, j'ai planifié les prochaines étapes dans ma tête. D'abord, je parlerai à un avocat pour m'assurer que tout était blindé. Deuxièmement, je trouverai un petit logement confortable, quelque part avec de vraies fenêtres, du soleil et des voisins qui disent bonjour. Troisièmement, je n'emballerai que ce dont j'avais besoin. Le reste, les souvenirs, les regrets, les espaces où j'avais autrefois ma place, je le laisserai derrière. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis arrêtée sur le trottoir, regardant les fenêtres. De l'extérieur, elle avait l'air si ordinaire, si inchangée. Personne ne devinerait, en passant les courants sous-jacents de trahison et de douleur qui vivaient entre ces murs. J'ai monté lentement les marches, et je suis entrée par la porte d'entrée sans frapper. C'était ma maison, après tout. La maison était silencieuse. Adam devait être au travail. La voiture de Lindsay était partie. Les enfants étaient à l'école. Je me suis déplacée méthodiquement dans les pièces, notant ce qui était vraiment à moi. L'horloge de grand-père dans le couloir, qui avait appartenu à mon père. La table de salle à manger en chêne qu'Harold et moi avions économisé pendant des années pour acheter. Les courtes pointes que j'avais cousues à la main pendant de longues soirées d'hiver. La plupart des meubles, des appareils électroménagers, de l'électronique, ils pouvaient les avoir. Qu'ils essaient de remplir la coquille vide avec de nouvelles choses. Cela ne changerait pas ce que signifiait de perdre les fondations sous leurs pieds. Dans la cuisine, j'ai posé les documents immobiliers proprement sur le comptoir, lestés par un coq en céramique qu'Adam avait fait en 2e année. Un symbole silencieux du début de la fin. Je suis retournée au sous-sol, me sentant plus légère à chaque pas. J'ai passé le reste de la journée à me préparer. J'ai trié mes vêtements, ne mettant de côté que ce que j'aimais. J'ai emballé les albums photos, les lettres, les petits souvenirs qui comptaient. J'ai ignoré le reste, le vélo d'exercice cassé, les boîtes de décoration de Noël démodées, les vestiges d'une vie qui ne me correspondait plus. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres oranges à travers la petite fenêtre du sous-sol, je me suis assise sur le lit de camp et j'ai laissé le calme m'envahir. Je pensais qu'il y aurait de la tristesse. Je pensais qu'il y aurait de la peur. Au lieu de cela, il n'y avait que la paix. J'avais pris ma décision, et pour la première fois depuis longtemps, elle était à moi seule. Les jours qui ont suivi se sont déroulés avec un élan étrange et silencieux. Il y avait un rythme détaché, comme si je ne faisais qu'observer le monde de loin, observant mes propres actions comme une spectatrice. Je continuais à vaquer à mes occupations, en bas dans le sous-sol, mais chaque petite tâche portait maintenant un poids différent. Chaque chemise pliée, chaque tiroir vidé, chaque étagère débarrassée était un pas de plus vers la vie que je reconquérais. Debra a travaillé rapidement. Elle a pris des dispositions pour qu'un photographe vienne en milieu de semaine. Le matin du rendez-vous, je me suis assurée d'être sortie de la maison. Je me suis assise dans le petit café du centre-ville, sirotant un café noir qui a refroidi bien avant que je ne le finisse, feuilletant nonchalamment un journal local qui ne m'intéressait pas vraiment. J'ai imaginé le photographe se déplaçant dans la maison, capturant les fenêtres lumineuses du salon, les comptoirs brillants de la cuisine, le jardin, avant bien entretenu, qu'Harold et moi avions autrefois entretenu avec tant de fierté. À la fin de la semaine, l'annonce était en ligne. Je l'ai d'abord vue sur la vitrine du bureau de Debra. Une photo brillante de la maison me fixant de derrière la vitre. Il n'y avait aucune mention de la famille
qui vivait à l'intérieur. Aucune allusion à la femme dormant dans un sous-sol. La femme qui savait encore où se cachait chaque parquet qui grince et chaque loquet de porte qui coince. Juste des pièces lumineuses, de la peinture fraîche, une opportunité pour le bon acheteur. Cela m'a serré la poitrine, mais pas de la manière que je m'attendais. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la perte. C'était une douleur nette et nécessaire, comme retirer une épine et regarder le sang perler, sachant que la blessure guérirait plus proprement maintenant que le poison était parti. En 2 jours, les premières offres sont arrivées. Debra m'a appelé en fin d'après-midi, alors que j'étais assise à l'extérieur de la bibliothèque, le sac en toile, avec mes papiers posés à côté de moi sur le banc. Sa voix bourdonnait d'excitation. « Plusieurs offres, a-t-elle dit, au-dessus du prix demandé. » J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'information s'installer. C'était comme se tenir au bord d'une falaise, le vent fouettant mes cheveux, et savoir que la seule façon d'avancer était de sauter. Je lui ai dit d'accepter la meilleure offre. La paperasse a été rédigée en quelques heures. La maison était sous contrat. J'ai franchi les étapes suivantes avec un calme délibéré. J'ai rencontré un avocat pour m'assurer que la vente se déroulerait sans interférence. J'ai fait transférer les services publics restants. J'ai programmé des déménageurs pour récupérer le peu de meubles et d'affaires que je comptais garder. Pendant tout ce temps, Adam et Lindsay sont restés inconscients de la tempête qui se préparait sous leurs pieds. Ils avaient reconstruit leur vie si soigneusement autour de l'illusion de la propriété. Ils s'étaient enveloppés dans le sentiment que tout leur était dû si étroitement qu'ils n'ont jamais considéré une seule fois que les fondations pouvaient s'effondrer. La date de clôture a été fixée. Moins de 30 jours. Je l'ai marquée sur le calendrier, accroché près des escaliers du sous-sol. Un petit cercle rouge, dessiné proprement autour d'un jour qui changerait tout. En attendant, j'ai joué mon rôle. J'ai souri quand Lindsay m'a croisé dans la cuisine. J'ai murmuré des salutations polies à Adam quand il rentrait du travail. J'ai écouté les bavardages des enfants alors qu'ils montaient et descendaient les escaliers en courant, leurs sacs à dos cognant contre les murs. Aucun d'eux ne se doutait de rien. C'était étrange de se déplacer invisiblement dans leur vie, portant la connaissance de ce qui allait arriver comme un talisman secret contre la solitude qui m'avait autrefois écrasé. Il y avait du pouvoir là-dedans, mais il y avait aussi du chagrin. Peu importe la colère que j'avais portée, peu importe l'humiliation que j'avais avalée, il y avait eu de l'amour autrefois, un amour profond et compliqué qu'aucune trahison ne pouvait entièrement effacer. Mais l'amour ne pouvait pas me sauver. Seule la vérité le pouvait. Et la vérité, c'est que je n'avais pas ma place dans un sous-sol, oublié et méprisé. La vérité, c'est que j'avais construit cette vie, cette maison, de mes propres mains, et que j'avais le droit de choisir la suite. La nuit avant la clôture, je me suis assise seule dans le jardin, enveloppée dans un pull épais, regardant les étoiles percer le ciel qui s'assombrissait. La maison se dressait derrière moi, ses fenêtres brillant doucement dans la nuit, les sons des rires de la télévision filtrant par les fenêtres ouvertes. J'ai pensé à toutes les années qu'Harold et moi avions passées à rêver sous ces mêmes étoiles, à planifier un avenir que nous avions cru inclurait toujours la famille, inclurait toujours l'amour. Et peut-être que c'était encore le cas. Mais cet amour avait changé. Il avait développé des dents. Il avait appris à se protéger. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. J'ai emballé le reste de mes affaires
dans les petites valises que j'avais alignées près de la porte. J'ai plié la dernière courte pointe, celle que ma mère avait cousue à la main quand j'étais encore une fille, et je l'ai placée avec soin sur le dessus du sac. Quand Adam est descendu, groggy et se grattant la tête, j'étais déjà habillée, déjà prête. Il a cligné des yeux en voyant les valises, confus. « Tu vas quelque part, maman ?» a-t-il demandé, sa voix épaisse de sommeil. J'ai souri, un petit sourire privé, destiné uniquement à moi. « Oui, ai-je simplement dit. Je suis partie avant que Lindsay ou les enfants ne se réveillent. Je n'avais pas besoin d'une confrontation. Je n'avais pas besoin de larmes, d'accusations ou d'excuses de dernière minute, n'est plus de la panique que d'une réelle compréhension. J'avais besoin de liberté. J'avais besoin de paix. J'avais besoin de partir selon mes propres termes. À la clôture, Debra m'a rencontré au bureau de l'avocat avec une pile de papiers prêts à être signés. L'acheteur, un jeune couple attendant son premier enfant, m'a serré chaleureusement la main, leur visage brillant d'excitation et d'espoir. Ils voyaient la maison comme un commencement, pas une fin. J'y ai trouvé du réconfort. J'ai signé mon nom sur la dernière ligne d'une main ferme. Martha Lynch, propriétaire. Et maintenant, ancienne propriétaire. J'ai fait glisser le stylo sur la table, je me suis adossée à ma chaise et j'ai expiré. La maison n'était plus à moi, et en la perdant, je m'étais enfin retrouvée. Le matin de mon départ est arrivé avec un ciel gris et sourd suspendu bas sur les toits. Le genre de ciel qui promet la pluie, mais ne la livre jamais tout à fait. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, mon corps se levant du mince lit de camp, du sous-sol, presque par instinct, comme s'il savait que quelque chose de définitif allait se produire. L'air était humide et frais, et pour la première fois depuis des mois, il ne semblait pas oppressant. Il semblait en attente, comme si même les murs du sous-sol retenaient leur souffle. J'ai rassemblé tranquillement les quelques derniers articles que j'avais décidé de prendre avec moi. Une petite valise remplie de vêtements, une boîte contenant des albums photos et la vieille montre-bracelet d'Harold, un sac en toile rempli de mes livres préférés. Tout le reste, je l'avais laissé derrière moi sans regret. Le matériel d'exercice poussiéreux, la lampe cassée, les boîtes de décoration de Noël qui avaient depuis longtemps perdu leur sens, ce n'était plus mon fardeau. J'ai fait un dernier tour dans le sous-sol, mes pas résonnant doucement sur le sol en béton. Je me suis arrêtée à la petite fenêtre près du plafond, regardant la tranche de ciel gris au-delà. Cette fenêtre avait été ma seule vue sur le monde pendant bien trop longtemps. Maintenant, elle veillerait sur quelqu'un d'autre, ou peut-être serait-elle entièrement scellée. Cela n'avait plus d'importance. J'ai zippé la valise et je l'ai traînée vers les escaliers. Chaque marche que je montais semblait plus légère, comme si à chaque pas, je me débarrassais du poids qui m'avait cloué au sol pendant tant de mois. Quand j'ai atteint le sommet, je n'ai pas hésité. J'ai poussé la porte et je suis entrée au rez-de-chaussée de la maison. La maison était silencieuse, l'immobilité du petit matin épaisse dans l'air. Je sentais le café infusé, la minuterie automatique se mettant en marche sans fanfare. Une assiette de muffins était posée sur le comptoir de la cuisine, probablement préparée par Lindsay la veille pour le petit déjeuner des enfants. Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte, regardant la maison qui avait été autrefois un symbole d'espoir et qui se dressait maintenant comme un monument à tout ce qui avait mal tourné. Je ne me suis pas attardée. J'ai roulé ma valise jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai posée avec soin. Puis je suis retournée à la cuisine,
J'ai sorti un petit bloc-notes du tiroir où Lindsay gardait des stylos et du papier brouillon, et j'ai griffonné une courte note. Ce n'était pas une explication. Ce n'était pas des excuses. C'était simplement un constat. Je pars. Prenez soin de vous. J'ai plié la note proprement, et je l'ai placée sous le coq en céramique qu'Adam avait fait à l'école primaire. Le même que j'avais utilisé pour maintenir les papiers immobiliers. Une sentinelle appropriée pour veiller sur mes derniers mots. Je suis retournée à la porte d'entrée et je l'ai ouverte lentement. Les charnières ont grincé, un son qui aurait autrefois poussé Harold à chercher sa boîte à outils. J'ai souri faiblement à ce souvenir et je suis sortie sur le porche. La rue était vide, le monde secouant, encore les derniers fils du sommeil. Le ciel au-dessus restait lourd et gris, mais il y avait une sorte de beauté, une douceur qui convenait au moment. Je me suis arrêtée un instant sur le porche, ma main reposant légèrement sur la balustrade. J'ai regardé la cour où Harold avait autrefois planté des tulipes le long de l'allée, où Adam avait joué avec des camions jouets dans la terre, où tant de soirées d'été s'étaient terminées avec de la limonade et des rires. Ce n'était plus à moi. Et étrangement, cette prise de conscience ne faisait pas mal. J'ai descendu les marches, ma valise cognant doucement derrière moi. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je l'avais portée avec moi pendant trop longtemps déjà. Maintenant, il était temps de me porter moi-même. Au bout de l'allée, un taxi tournait au ralenti, attendant de m'emmener à mon nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Le chauffeur, un jeune homme au visage gentil, est sorti pour m'aider avec mes bagages. Je l'ai remercié et je me suis glissée sur la banquette arrière, le vinyle usé collant légèrement à mes jambes. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai regardé la maison reculée dans le rétroviseur. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, plus miteuse, la peinture un peu plus fanée, les fenêtres un peu plus troubles. Ou peut-être avait-elle toujours été comme ça, et je venais seulement d'apprendre à la voir clairement. Je me suis adossée au siège, et j'ai fermé les yeux, laissant le bourdonnement du moteur et le léger balancement du trajet m'apaiser. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas un battement de peur, c'était le battement régulier de la liberté. Les rues de la ville ont commencé à changer autour de moi. Les pelouses manucurées ont cédé la place à d'étroites rues secondaires bordées d'immeubles en briques, de petits cafés et de magasins de quartier. La vie s'agitait ici d'une manière différente, un rythme moins organisé, plus honnête. Quand nous sommes arrivés à mon nouvel immeuble, le chauffeur de taxi m'a aidé à décharger mes bagages. Je l'ai généreusement pourboiré, et je suis restée un moment sur le trottoir, regardant la vieille façade en briques du complexe d'appartements. Ce n'était pas luxueux, ce n'était pas neuf, mais c'était à moi. Chaque centimètre carré serait un témoignage du choix que j'avais fait de récupérer ma vie. J'ai traîné ma valise par la porte d'entrée et j'ai monté un étage jusqu'à mon nouvel appartement. La clé a tourné facilement dans la serrure, et quand je suis entrée, j'ai été accueillie par l'odeur propre et vide de la peinture fraîche et de la possibilité. L'espace était petit mais lumineux. 2 grandes fenêtres laissaient entrer la lumière matinale tamisée, et un petit balcon donnait sur une cour où un vieux chêne étendait ses branches vers le ciel. J'ai posé mes bagages au milieu de la pièce et je suis restée là un long moment, respirant simplement. C'était mon nouveau départ. Pas un sous-sol, pas une pensée après coup, pas un fardeau caché hors de vue, un foyer, une vie construite selon mes propres termes.
je me suis déplacée lentement dans l'appartement, passant la main le long des comptoirs, des cadres de portes, des rebords de fenêtres. J'ai imaginé où je placerais mon fauteuil préféré, où j'accrocherais la photographie d'Harold, où j'empilerais mes livres bien-aimés. J'ai souri alors, un vrai sourire, profond et sans contrainte. Je n'attendais plus que quelqu'un d'autre me donne une place à la table. J'avais construit ma propre table, et je m'y assiérais, seul si nécessaire, fier et sans peur. La pluie a finalement commencé à tomber dehors, un doux clapotis régulier contre les fenêtres. Je me suis préparé une tasse de thé, je me suis enveloppée dans la vieille courte pointe du sous-sol, et je me suis assise près de la fenêtre, en regardant le monde se laver. Je n'étais pas perdue, je n'étais pas abandonnée, je n'étais pas oubliée, j'étais libre. Les premiers jours dans mon nouvel appartement se sont déroulés lentement, comme une rivière qui dégèle après un long et dur hiver. Il y avait une immobilité dans l'espace, une sorte d'attente, comme si les murs retenaient leur souffle avec moi. J'ai déballé une boîte à la fois, avec soin et délibération, choisissant où chaque objet vivrait, non pas par obligation ou par routine, mais parce que chaque pièce méritait une place où elle était désirée. J'ai d'abord accroché la photographie d'Harold dans le petit salon. Je l'ai placée sur la cheminée, au-dessus du petit foyer factice, l'arrangeant de manière à ce que la lumière du matin, des fenêtres, tombe sur son visage souriant. Je lui ai chuchoté un doux bonjour chaque matin, en passant, non pas par solitude, mais par réconfort. Cela donnait à l'endroit l'impression d'être moins une toile vierge et plus un foyer. Les jours ont commencé à prendre forme autour de plaisirs simples. Je marchais jusqu'au café du coin chaque matin. Une promenade de 5 minutes, à travers des rues bordées d'arbres, où les voisins souriaient et hochaient la tête, même s'ils ne connaissaient pas encore mon nom. Je commandais toujours un café noir et un muffin aux myrtilles, et je m'asseyais près de la fenêtre, lisant le journal ou griffonnant des notes dans un journal que j'avais acheté à la petite librairie de Main Street. Je n'avais rien écrit depuis des années, mais maintenant les mots semblaient se déverser de moi, lents et réguliers, comme de l'eau retrouvant un chemin perdu depuis longtemps. Je me suis fait des amis, de la manière calme et sans hâte, dont les vraies amitiés se nouent souvent. Il y avait Evelyn, qui tenait la boutique de fleurs en bas, et qui insistait pour que j'essaie chaque nouvelle pâtisserie. Il y avait M. Peterson, qui s'occupait du jardin communautaire de l'autre côté de la rue, et qui insistait pour que je ramène des tomates fraîches et du basilic tous les samedis. Il y avait Clara, une veuve un peu plus jeune que moi, qui m'a invitée à la rejoindre pour les soirées cinéma au centre communautaire. J'ai dit oui à tout. J'avais passé trop de temps à dire non, à me replier sur moi-même, à me plier dans les espaces où l'on me permettait d'exister. Maintenant, chaque oui ressemblait à une petite rébellion, une déclaration que j'étais là, que je méritais d'être vue, entendue et connue. J'ai suivi un cours de poterie au centre artistique local. La première fois que j'ai pressé mes mains dans l'argile fraîche et humide, j'ai ressenti un frisson de joie inconnue. Le bol que j'ai fait était de travers et fissuré sur le bord, mais je l'ai gardé fièrement sur mon comptoir de cuisine quand même. Un rappel que la perfection n'était plus mon objectif. Vivre l'était. J'ai commencé à organiser de petits dîners dans mon appartement. Rien d'élaboré, juste un pot de ragoût, une miche de pain frais, une bouteille de vin. Des amis se rassemblaient autour de ma petite table de salle à manger, leur rire remplissant la pièce d'une manière qui semblait authentique, facile, sans les lourdes attentes qui pesaient autrefois sur chaque interaction
dans mon ancienne maison. J'ai même adopté un chat, un tabby gris du refuge, pour animaux, qui avait été négligé pendant des mois, à cause de son âge et d'une légère boiterie. Je l'ai appelé Jasper, et il a rapidement revendiqué le rebord de la fenêtre, ensoleillé, comme son trône, observant le monde avec des yeux endormis et satisfaits. Aux heures calmes, je pensais parfois à Adam et Lindsay. Je me demandais comment ils avaient réagi en trouvant la maison vide, la note posée sous le coq en céramique. Je me demandais ce qu'ils avaient dit aux enfants, quelles histoires ils avaient inventées pour expliquer mon absence. Une partie de moi avait encore mal quand j'y pensais, quand je me souvenais du garçon qu'Adam avait été, celui qui s'était accroché à ma main le premier jour de la maternelle, celui qui avait pleuré en perdant sa première dent, celui qui avait autrefois chuchoté qu'il prendrait toujours soin de moi. Mais j'avais appris que l'amour, le vrai amour, ne pouvait pas survivre uniquement de souvenirs. Il avait besoin de présence, il avait besoin de respect, et il avait besoin de choix. J'avais choisi de me choisir. Et ce faisant, je m'étais donné une seconde chance. Un après-midi, alors que l'automne s'approfondissait et que les feuilles brûlaient d'or et de cramoisis sur les arbres, je me suis tenue sur mon petit balcon avec une tasse de thé à la main. Jasper s'est étendu à mes pieds, ronronnant doucement. Le soleil déclinait sur la cour, captant les dernières étincelles de chaleur estivale. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Il n'y avait pas de culpabilité pesant sur ma poitrine, pas de peur s'accrochant à mes os, seulement le battement silencieux et régulier de mon propre cœur, plus fort que je ne me le rappelais. Je n'étais pas la femme qu'ils avaient laissée derrière eux. Je n'étais pas le fardeau qu'ils avaient caché hors de vue. Je n'étais pas le fantôme du sous-sol qu'ils avaient oublié. J'étais Martha Lynch, 70 ans, toujours debout, toujours en train de rêver, toujours vivante. Une femme qui s'était éloignée des murs, qui essayait de l'enfermer, et qui s'en était construit de nouveau. Des murs avec des fenêtres assez larges pour laisser entrer la lumière. Des murs remplis de rire et d'amour librement donné et librement reçu. La vie que je menais maintenant n'était pas celle que j'avais autrefois imaginée. Elle était meilleure, elle était réelle, elle était à moi. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que les premières étoiles s'éveillaient dans le ciel indigo, j'ai levé ma tasse de thé dans un petit toast privé. À Harold, à la liberté, au commencement, peu importe à quel point ils arrivent tard, et à la joie silencieuse et têtue de se choisir soi-même, encore et encore, jusqu'à ce que le choix devienne un mode de vie.